Initiation à la méthodologie de recherche. Deuxième partie. Nous parlerons ici de la structure des mémoires. Il faut noter qu'il y a plusieurs façons de structurer un travail de recherche. Celui que nous voulons présenter est l'une des façons, l'une des manières, d'accord? Une méthode à utiliser. Elle n'est pas exhaustive. Vous en trouverez assez d'autres, mais celle-ci est acceptable du point de vue scientifique. Ce qu'il faut noter au niveau de la structure des mémoires, c'est la première partie, la page de garde, la première page de couverture. D'accord? Le premier point à noter, c'est la présentation de la première page de couverture. Nous allons en parler. Et la deuxième partie, c'est la structure globale de votre mémoire. D'accord? Vous avez fait des recherches, comment structurer globalement votre mémoire. Au niveau de la structure la structure globale du mémoire, nous avons la page de garde, d'accord, en première partie. On a en deuxième partie l'avant-propos ou la préface. Sur la troisième page, vous allez présenter les remerciements. Au niveau de la quatrième page, le résumé du travail fait. Sur la cinquième page, vous présentez le sommaire. À partir de la sixième page, vous pouvez présenter la liste des schémas et des tableaux. C'est juste la liste que vous présentez là. Les schémas et tableaux seront présentés de façon plus détaillée au niveau de l'annexe. Vous abordez le glossaire, d'accord, à partir de la septième ou huitième page. Et vous présentez aussi la liste des abréviations. C'est vraiment important. Avant maintenant d'aborder l'introduction à partir de la dixième page. D'accord? Donc, généralement, cela se structure de la sorte. Vous abordez l'introduction à partir de la dixième page. Puis, le développement qui est divisé en chapitres. Le développement de votre mémoire qui est divisé en chapitres. Cela peut prendre le nombre de pages autorisées, d'accord, par le canevas de la recherche. Puis, vous allez à la conclusion et aux recommandations. D'accord? Dans la conclusion, vous ferez des recommandations propices aussi. D'autres le font à la synthèse, dans la synthèse du développement. D'autres aussi le font au niveau de la conclusion. Et vous passez à la page de la bibliographie puisque vous avez utilisé des documents et autres. Il faut les présenter. Et vous présentez maintenant l'annexe. La table de la matière peut suivre. Et vous avez la page blanche et la quatrième de couverture. D'accord? Alors, abordons rapidement ce que nous voulons dire par tout cela. Shalom à vous. Peace. Soyez les bienvenus. Nous sommes aujourd'hui en
l'initiation de recherche, deuxième partie, la méthodologie de la recherche. Et nous sommes au niveau de la structure des mémoires. Vous êtes sur la chaîne Chaya Fondation. Merci de nous rester fidèles. Vous connaissez déjà nos principes et nous entamons. Avant l'introduction, avant d'introduire chaque partie de votre mémoire ou avant d'introduire et avant chaque partie de votre mémoire et avant la conclusion, il faut généralement insérer une page ordinaire de couleur blanche et cela permet de différencier les parties. Cette page blanche comporte exclusivement le titre de la rubrique. Le numéro de page n'apparaît pas généralement à ce niveau, mais la page compte dans la pagination globale de la note de recherche. Ça suit. D'accord. Alors, au niveau de la structure détaillée du mémoire, vous avez l'introduction et là, vous aurez à présenter des parties. Vous présentez votre introduction, vous entamez la généralité sur le terme de recherche. Vous passez à la justification du choix du sujet et des motivations qui vous ont conduit à choisir ce sujet-là. Vous identifiez et formulez le problème. D'accord? Vous posez les questions de recherche, vous énoncez les objectifs de recherche et vous formulez les hypothèses. Puis, vous définissez les indicateurs de variables et la démarche générale de vérification. Donc, au niveau de l'introduction, c'est ce qu'il faut généralement présenter. Et il faut noter au fait que vous passez après au niveau du chapitre. D'accord? Là, vous entrez déjà dans le développement. Au niveau des chapitres, vous aurez à présenter au plus 4 ou 5 chapitres. Ça dépend. Si c'est une thèse, vous pouvez aller au-delà. Mais pour un mémoire, je crois 4 chapitres, 3 chapitres, c'est déjà 3 à 4 chapitres, c'est déjà bon. Au niveau du premier chapitre, la plupart du temps, j'ai dit ce n'est pas exhaustif, hein. La plupart du temps, les gens présentent la revue de littérature et exposent les travaux antérieurs à leur recherche. Au niveau du premier chapitre, c'est ce qui se fait. Au niveau du deuxième chapitre, on prend en considération la méthodologie. Donc, les considérations méthodologiques sont présentées. Et là, il faut faire la description de la méthode ou du paradigme. Il faut la description des instruments de recherche. Il faut la description du milieu, de la population et de l'échantillon. Il faut la description du déroulement de la collecte des données et la description du plan d'analyse des données. Ça, c'est au niveau du deuxième chapitre. Au niveau du troisième chapitre, généralement, les gens présentent les résultats. Et la présentation des résultats passe par la présentation des résultats d'analyse descriptive, la présentation des résultats d'analyse explicative ou différentielle et ou, si vous voulez, la présentation des analyses qualitatives. Et à partir de là, vous pouvez aborder le quatrième chapitre où vous discutez les résultats. Souvent, le troisième chapitre ou le quatrième chapitre sont ensemble. Bon, mais d'autres le font aussi de façon détaillée. Au niveau du quatrième chapitre, vous discutez les résultats et là, vous faites l'interprétation des principaux résultats, d'accord?
en présentant aussi l'importance des résultats, la question de leur généralisation et de leurs limites. Vous présentez les valeurs théoriques et les valeurs théoriques des résultats et vous présentez aussi la théorisation, d'accord? Puis vous donnez les recommandations et conseils. Bon, certains le donnent ici, les recommandations, d'autres aussi apportent cela au niveau de la conclusion, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un plan exhaustif. Et enfin, vous abordez la conclusion. Donc, au niveau de la structure détaillée du mémoire, c'est ce que nous pouvons présenter, d'accord? Donc, au niveau de la conclusion, vous avez euh, à faire pour un rapport. La présentation peut se présenter comme suit, d'accord? Une introduction, la description des méthodes et techniques, la présentation des résultats et la discussion. Vous faites une synthèse de cela. Alors, si ça suit, je crois que ce schéma peut être bien appliqué pour réussir ce qu'on fait. Abordons alors chaque partie de façon pertinente. Et là, vous savez, ça prend généralement du temps, mais c'est le cours lui-même en, en sa profondeur, dans sa profondeur. Alors, le choix du sujet et du directeur de mémoire. Le succès de la recherche peut dépendre des considérations qui interviennent dans le choix du sujet d'étude. L'apprenant doit tenir compte de l'intérêt qu'il porte au sujet. Il pourra d'autant plus investir dans cette recherche qu'il est captivé par le sujet. Il doit s'enquérir des travaux antérieurs sur le sujet ainsi que de la faisabilité du sujet. Cette faisabilité se fonde sur un ensemble d'exigences des pratiques scientifiques homologuées ainsi que les contraintes qui y sont attachées en termes de disponibilité des instruments, de compétences intellectuelles, d'accessibilité des données, du temps, de l'espace, des contraintes budgétaires, des contraintes administratives, de la disponibilité du directeur de recherche. Pour ce qui est du directeur de recherche, euh, il est choisi en raison de ses compétences par rapport au sujet, surtout au sujet qu'on veut étudier. Le directeur devra être un spécialiste, sinon le spécialiste le plus indiqué en matière, en la matière de votre sujet, d'accord, pour aider à conduire à bon port la recherche que vous entreprenez. On peut secondairement tenir compte de sa disponibilité et de son caractère. Mais en première partie, a priori, il faut qu'il soit spécialiste du domaine. Il faut toutefois retenir que le directeur de recherche n'est pas un auteur du travail. Il n'est pas disponible en permanence et ni par sa présence, ni par son intérêt. Il n'a pas pour rôle de tout vérifier. Lui, il ne pourra que superviser, d'accord, en partie et diriger en partie, mais pas en totalité. D'accord? Donc, le travail revient plus à l'apprenant. Comment spécifier, d'accord, sa problématique? Ici, nous allons parler de la spécification de la problématique. La recherche naît toujours de l'existence d'un problème à résoudre et à clarifier. Il y a problème lorsqu'on ressent la nécessité de combler un écart conscient
entre ce qu'on sait et ce que l'on devrait savoir. Et résoudre un problème, c'est trouver des moyens d'annuler cet écart, de répondre à une question. Autrement dit, il n'y a pas de recherche là où on ne pose pas de questions. Et il faut dire que la science est bien moins la réponse que la question que l'on pose. Je crois, euh, Einstein l'a déjà dit, d'accord? Ce n'est pas toujours la réponse qui donne le résultat, mais c'est surtout la question que l'on pose pour atteindre le résultat. Vous comprenez? Alors, la formulation du problème permet de spécifier les questions pertinentes par rapport à l'objet d'étude et de construire cet objet en lui donnant un sens ou en intégrant des faits qui, pris isolement ou en eux-mêmes, n'ont pas une grande signification. Dans la spécification de la problématique, il faut tenir compte du choix du thème, du sujet et du problème. Il faut définir et présenter la problématique, d'accord? Et il ne faut pas oublier de prendre en considération la justification du choix du sujet, la motivation et l'intérêt pour le sujet, la pertinence scientifique, la pertinence sociale du sujet, puis de prendre en considération l'identification et la formulation du problème de recherche, d'accord, qui n'est pas qui n'est pas énoncé de façon interrogative. Il faut surtout identifier le problème et formuler le problème de façon très succincte. Alors, allons plus en détail. Toujours dans la spécification de la problématique, voyons ce que nous voulons dire par le choix du sujet, le choix du thème, du sujet et du problème. Le chercheur commence par laisser naître en lui une idée avec laquelle il jongle pour orienter sa recherche. L'idée peut lui venir d'une observation de ses expériences personnelles de la vie courante ou de sa vie professionnelle ou des écrits se rapportant au domaine d'études ou d'une insatisfaction par rapport à ce domaine d'études en particulier. La connaissance des travaux existants, des travaux antérieurs, lui permet de savoir si une recherche est oui, envisageable, d'accord, dans le domaine et il peut suggérer le type et si la connaissance peut lui suggérer le type de question à poser et le sujet précis à étudier de façon empirique. Et il faut, après le choix du thème du sujet, après le choix du thème, après le choix du sujet, après le choix du problème, il faut définir et présenter la problématique. Avant de pouvoir choisir une technique d'enquête ou de formuler une hypothèse, le chercheur doit avoir perçu en amont un problème à élucider, à étudier par sa recherche. C'est une étape essentielle du processus de recherche et on élabore donc une problématique après avoir concerné, sinon après avoir cerné, après avoir fait le contour de ce qui fait problème, donc après avoir cerné le problème. Euh, Après avoir cerné ce qui fait le problème. La problématique relève de la conceptualisation, de la conception, du traitement théorique de l'objet de l'étude. Elle réside dans l'effort de construction
d'agitation d'idées, de pensées, de théories sur ce qui fait problème dans un sujet. Alors, elle concerne un objet de préoccupation identifié, passer au crible des questions, des objectifs, des hypothèses de recherche, de la recherche des indicateurs, des variables en jeu, d'objets autour duquel s'articulent des lignes d'analyse rendant compte de la spécificité du sujet et permettant de le traiter correctement. Une problématique exprime et explique les préoccupations en termes de vide à combler, de manque à gagner par rapport à la connaissance et aux enjeux du sujet. Présenter la problématique d'une recherche, c'est réellement répondre à la question en quoi a-t-on besoin d'effectuer cette recherche et de connaître ses résultats. En fait, il s'agit de fournir les éléments pour justifier la recherche en définissant le problème auquel on s'attaque et en utilisant, sinon en disant où et en quoi consiste le problème. C'est un test argumentatif présenté comme nous allons le détailler comme suit. Cela est présenté, ce thème argumentatif est présenté en termes de justification du choix de sujet, où nous verrons la motivation et l'intérêt pour le sujet et la pertinence scientifique et la pertinence sociale du sujet. Puis, d'identifier les formulations du problème de recherche. Alors, allons rapidement au niveau de la justification du choix du sujet. Là, nous parlons de la motivation et de l'intérêt du sujet d'abord. Et il faut amener le sujet, l'introduire, c'est-à-dire indiquer d'où il sort et comment on en est venu à le choisir parmi tant d'autres pour le domaine de recherche. Le chercheur évoque ensuite les motivations qui ont suscité son intérêt pour le sujet, mais son intérêt doit conduire à l'intérêt objectif du sujet. Alors, après la motivation et l'intérêt pour le sujet, il faut prendre en considération la pertinence du sujet, toujours dans la justification du choix du sujet. Alors, le chercheur exprime la pertinence ou la portée scientifique du sujet en indiquant en quoi ce sujet s'inscrit dans les préoccupations scientifiques d'autres chercheurs ou simplement a fait l'objet de travaux d'évanciers. On montre en quoi ce sujet contribuera à l'avancement des connaissances. Le chercheur doit montrer que le sujet est original et d'actualité, surtout sous l'angle qu'il aborde. Et enfin, toujours dans la motivation, la motivation et l'intérêt du sujet, l'apprenant doit présenter la pertinence sociale du sujet. Et là, il s'agit de montrer en quoi la recherche pense aux préoccupations des décideurs sociaux, directeurs, hommes politiques, praticiens, acteurs de développement et autres. Et dans la partie que nous sommes en train de traiter en termes de définition et de présentation de la problématique, l'apprenant doit identifier et formuler le problème, d'accord, pas sous une forme d'interrogation, donc un énoncé non interrogatif. Il doit alors
faire l'identification et la formulation du problème de recherche. Et là, identifier le problème, c'est identifier ce qui crée le malaise, l'insatisfaction, ce qui fait le problème. Après cela, il formule le problème. Il s'agit d'exprimer en termes sans équivoque, en énoncé affirmatif, euh, la situation qui existe, sinon qui exige qu'une recherche soit menée. C'est montrer à l'aide d'une argumentation que l'exploration empirique du sujet est nécessaire, pertinent. L'exploration, bien sûr, est nécessaire. L'exploration du problème est nécessaire, pertinente et qu'elle peut contribuer à l'avancement des connaissances. On peut voir, d'accord, quelques exemples euh, en abordant l'absence partielle ou totale concernant un domaine ou concernant un élément, l'étendue de situation, sinon l'étendue de situation concernant des phénomènes curieux et étonnants, la présence de lacunes ou de contradictions repérées dans les travaux antérieurs, d'accord? Donc, on peut aborder ces aspects. Et ça, c'était dans la partie où nous parlons, bien sûr, de la spécification de la problématique. Nous allons aborder les questions de recherche rapidement. Une fois que le problème de recherche est identifié et formulé dans la forme d'énoncé affirmatif, le chercheur, sinon l'apprenant, procède à un retournement, à une conversion du problème sous forme d'un énoncé interrogatif écrit au présent de l'indicatif. Il faut prendre ça en considération, bien sûr. Il s'agit de soulever et de poser explicitement. Il s'agit de soulever et de poser de façon explicite, donc explicitement, la question principale ou centrale et les questions complémentaires en termes de autant que nécessaire pour comprendre et compléter et clarifier la principale ou exprimer intégralement le problème de recherche. Les questions permettent d'agiter le problème sous tous les angles ou aspects pour l'expliciter et mieux l'appréhender et dire en termes scientifiques, sans question, il n'y a pas de recherche. Un exemple clarifiera les concepts de problème et les questions générales de recherche. Alors, comment connaître qu'une question de recherche est précise, claire et non confuse et opérationnelle dans les questions de recherche? Comment savoir si une question de recherche, d'accord, euh, est vraiment très claire, précise, non confuse, d'accord, et
vraiment opérationnel, il y a 3 points à prendre en considération. Il faut tester la question en la posant à plusieurs personnes ou groupes de personnes sans l'interpréter soi-même devant ces personnes-là. Il faut recueillir les différents avis et les confronter à la question de recherche. Si les réponses données convergent vers le sens que vous voulez, que vous donnez à votre question de recherche, alors et seulement alors, vous pouvez retenir ces questions de recherche-là. C'est très pratique, hein? Alors, pourquoi la question de recherche joue-t-elle un rôle de fil conducteur? Pour 2 raisons principales. Euh, parce que parce que le thème qu'on s'est donné n'est pas encore, sinon n'est pas encore en tant que tel objet de recherche. Et parce que la question de recherche va servir plus tard de soubassement à la formation d'hypothèses. Donc, en tenant compte de ces raisons essentielles, la question de recherche doit avoir des qualités que sont les suivantes: la clarté et la précision, d'accord? Et le fait d'être réaliste et pratique. Et aussi, elle doit être pertinente. Donc, en termes de clarté et de précision, c'est la première qualité qu'une question de recherche doit avoir. Et cette première qualité suppose que la question de recherche ne soit ni longue, ni ambiguë, ni vague. C'est quelque chose de précis, de lisible et de cohérent. Comme je l'ai dit, il faut que la question de recherche soit réaliste et pratique. Cette deuxième qualité indique que le chercheur, en formulant sa question de recherche, doit tenir compte d'un certain nombre de contraintes comme son niveau de connaissance et de compétences, comme ses ressources en temps, en moyens matériels et financiers. Et la question de recherche doit être pertinente. Elle doit éviter les confusions de domaines de compétences. Elle doit permettre d'éviter, par exemple, les questions morales, les questions de prise de position religieuse, idéologique, philosophique. Euh, la question de recherche doit aborder euh, l'étude, doit aborder que l'étude de, ne doit aborder que l'étude de ce qui existe, de ce qui est constaté en vue d'une explication. Vous ne pouvez pas travailler dans l'imaginaire, c'est ce que nous voulons dire. Alors ici, après avoir présenté les caractéristiques d'une question de recherche, nous allons aborder, oui, c'est ce que nous venons de faire après avoir parlé de la question de recherche, nous allons aborder les objectifs de recherche. Et en termes d'objectifs de recherche, nous parlerons de l'objectif général et des objectifs spécifiques ou des objectifs opérationnels. Les objectifs de recherche. Les objectifs sont des déclarations affirmatives qui expliquent ce que l'apprenant vise, ce qu'il cherche à atteindre. Ces objectifs expriment l'intention générale de l'apprenant ou le but de la recherche en spécifiant les opérations ou actes que l'apprenant devra poser pour atteindre les résultats qu'il recherche, donc les résultats escomptés. En termes d'objectif général, l'objectif général indique le but ou l'intention globale visée par la recherche. C'est un objectif de recherche.
il ne porte pas sur la pertinence ou la conséquence sociale. Et l'objectif opérationnel, selon les objectifs spécifiques, les objectifs opérationnels, précise l'objectif général en insistant sur les points ou les aspects du problème étudié et les opérations à mener par l'apprenant pour atteindre l'objectif général formulé. Les objectifs spécifiques ou opérationnels se formulent avec des verbes d'action pouvant conduire à des observations telles que observer, étudier, décrire, définir, énumérer, vérifier, identifier, construire, mesurer, évaluer, comparer, analyser. Comment formule-t-on les hypothèses alors? Nous allons voir la définition et les éléments à prendre en considération en termes d'hypothèses. Puis, nous allons aussi parler, d'accord, des facteurs à prendre en compte lors de la formulation des hypothèses en termes d'énoncé, de relation, en termes de sens de la relation, d'accord, en termes de vérifiabilité, en termes de plausibilité. D'accord, nous allons aborder cela avant de parler des variables, des indicateurs. Il nous reste assez de choses à parcourir, mais nous allons finir. C'est tout un ensemble, la recherche, vous comprenez. Alors, ici, en termes de formulation des hypothèses, le problème de recherche explicité par des questions précises et conduisent à faire des stipulations, d'accord, et des propositions, des réponses anticipées aux questions. C'est le sens des hypothèses. Alors, définition et éléments à prendre en considération en termes d'hypothèse. L'hypothèse est un énoncé affirmatif écrit au présent de l'indicatif déclarant formellement les relations prévues entre deux variables ou plus. Cette supposition ou prédiction fondée sur la logique de la problématique et des objectifs de recherche définis. C'est la réponse anticipée à la question de recherche posée. La formulation d'une hypothèse implique des vérifications ou des vérifications d'une théorie ou précisément des propositions de cette théorie-là. L'hypothèse demande à être confirmée, à être infirmée ou nuancée par la confrontation des faits. Les facteurs à prendre en considération lors d'une formulation d'hypothèse sont l'énoncé de relation. La relation, bon, je vais les citer, hein, l'énoncé de relation, le sens de relation, la vérifiabilité, la plausibilité, d'accord, euh, le fait que l'hypothèse soit opérationnelle et le fait qu'on peut vérifier cela et pouvoir valider cela. Alors, allons-y pour dire l'énoncé de relation, les facteurs à prendre en considération, bien sûr. L'énoncé de relation, la relation entre deux variables, deux phénomènes, deux concepts ou plus. C'est ce qu'il faut prendre en considération là. Cette relation peut être causale, c'est-à-dire de cause à effet, ou d'association,
ceci a un lien avec, ceci a un lien avec l'autre, ceci est en relation avec cela. Au niveau de la cause à effet, ceci cause cela, ceci explique cela, ceci a d'incidence sur cela. Dans la plupart des hypothèses, on considère deux principaux types de concepts. Les causes, qu'on appelle encore facteurs, qui ont des effets qu'on appelle encore conséquences. Les causes sont nommées aussi en termes de variables indépendantes, tandis que les effets sont des variables dépendantes. Dans une relation entre deux variables d'hypothèse, la variable à expliquer, c'est la variable dépendante. Le facteur explicatif, c'est la variable indépendante. Ça suit. D'accord. Le sens de la relation est indiqué par des termes tels que moins que, plus grand que, différent de, positif, négatif, à moins que, d'accord, au plus. Alors, la vérifiabilité présente l'essence d'une hypothèse. Et l'essence d'une hypothèse réside en ce qu'elle peut être vérifiée. Elle contient des variables observables, mesurables dans la réalité et analysables aussi. Pour ce qui est de la plausibilité, l'hypothèse doit être plausible, c'est-à-dire qu'elle doit être pertinente par rapport au phénomène à l'étude. Il y a certains éléments qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut prendre en considération. On peut avoir une hypothèse principale et des hypothèses secondaires ou opérationnelles. Celles-ci doivent s'articuler autour de la principale et s'appeler les unes les autres dans une logique imposée par la problématique de recherche. Pour vérifier une hypothèse, l'attitude de départ doit être de l'affirmer, ce qui renforce le doute et crée les conditions de l'objectivité scientifique en réduisant les risques d'interprétation et d'orientation subjective. L'hypothèse n'est pas confirmée, sinon n'est confirmée que dans la mesure où aucune des données recueillies ne l'invalide. Et la validité d'une hypothèse ne consiste pas à demander aux sujets enquêtés s'ils adhèrent à l'idée émise. Donc ici, nous venons de finir avec les hypothèses. Un travail scientifique un travail assez lourd, un travail intellectuel assez lourd, c'est un bagage intellectuel assez lourd qu'il faut vraiment travailler et sur lequel il faut s'investir. Alors, les variables et les indicateurs, nous allons les aborder, puis après voir la construction de la revue de littérature. L'indicateur en termes de variables et d'indicateurs. L'indicateur est ce qui indique, permet de reconnaître une variable. Par exemple, un diplôme est un indicateur de niveau d'instruction. Et le chiffre d'affaires d'une entreprise est un indicateur de performance dans le commerce. Il est très nécessaire, sinon il est indispensable de traduire les concepts ou notions en indicateurs mesurables pour rendre l'étude vraiment opérationnelle.
voyons la construction de la revue de littérature. La construction d'une revue de littérature part de la question de recherche qu'on s'est donnée et c'est pour cette raison d'ailleurs que cette question de recherche doit être claire et lors de la formulation. La question de recherche fait l'objet d'un examen précis de ces différentes composantes. Alors, pour une fois que les orientations sont précises, d'accord, il faut sélectionner les ouvrages qui se réfèrent au thème de l'étude et à la question de recherche ou qui portent sur des problématiques liées à la question de recherche. Pour effectuer les lectures, il faut prendre en considération certaines rubriques. Il faut toujours partir de la question de recherche en premier lieu. En deuxième lieu, il faut s'orienter vers les ouvrages de synthèse ou les articles où les articles ne comportent que quelques dizaines de pages. En troisième lieu, il faut rechercher les documents qui présentent surtout des analyses et non uniquement des statistiques. Quatrièmement, il faut recueillir les textes qui donnent des approches diversifiées sur le problème que l'on veut étudier et aussi, en cinquième position, se donner une grille de lecture. La grille de lecture est une construction qui permet de dégager les thèmes majeurs identifiés chez les auteurs, d'une part, et d'autre part, elle permet de relier ces thèmes aux différentes dimensions de la question de recherche et à son contenu global. Comment exposer la revue de littérature? La revue de littérature doit être organisée, systématisée, structurée. Ce n'est pas une entreprise hasardeuse ni subjective. La revue de littérature doit commencer par structurer l'exposé des textes en se donnant des thèmes. Dans l'exposé d'une revue de littérature, on n'écrit pas le titre de l'ouvrage. On annonce seulement l'auteur et la date de publication. On ne met pas des citations. Il s'agit de résumer ce que l'auteur dit concernant l'idée évoquée dans l'ouvrage et ce qui est en rapport avec les volets de la question de votre recherche. À la fin de l'exposé, on donne son point de vue quant à l'apport de l'ouvrage dans l'exercice que l'on veut entreprendre. Il faut aussi, à la fin d'une grande conclusion, à la fin de la revue, faire une grande conclusion sur la valeur des auteurs qui ont servi à faire votre revue de littérature. Euh, on fait une conclusion partielle de chaque auteur sur la valeur scientifique et votre point de vue. Autour de chaque thème, on fait graviter les auteurs dont les ouvrages se rapportent peu ou prou du contenu considéré. L'exposé d'un auteur doit être synthétique et se terminer par une brève
évaluation par rapport pas une brève évaluation par l'apport scientifique de son travail par rapport à la question de recherche qu'on s'est donnée au départ. Une fois épuisé, l'exposé scientifique doit faire place à une deuxième démarche. Là, le chercheur doit faire le point des problématiques ou des thèmes centraux rencontrés chez les autres auteurs afin de montrer leur relation avec le sujet qu'on s'est donné. Le deuxième point de la démarche de la revue de littérature s'inscrit dans la conclusion générale de la littérature qui doit rappeler l'essentiel des thèmes abordés chez les autres auteurs, tout en articulant les uns aux autres en relation avec les différentes dimensions de la recherche, sinon de la question de recherche. Cette démarche est une transition vers une problématique. La revue de littérature et la question initiale ayant été articulée, il faut renforcer la démarche de rupture initiée par la question de recherche et par les explorations. Alors, quelles sont les considérations à prendre en compte lorsqu'on voudrait vraiment faire un vrai travail scientifique? Les considérations d'ordre méthodologique. En termes de considération d'ordre méthodologique, nous allons parler de l'observation directe, de l'étude documentaire, de l'analyse du contenu, de l'enquête, de l'histoire de vie. Les considérations d'ordre méthodologique, cette partie concerne les paradigmes et les instruments de collecte de données. Le paradigme correspond à une modalité particulière d'organisation de la pensée scientifique. Par exemple, le positivisme, le structuralisme, la théorie des jeux, la théorie de la décision, le fonctionnalisme, l'analyse systémique, pour ne citer que ceux-là. En ce qui concerne les instruments de recherche ou les techniques de collecte de données, le chercheur peut choisir les étapes suivantes en fonction des particularités de sa problématique et d'autres contraintes de recherche. Comme je viens de les citer, l'observation directe, parlons-en. Le chercheur est présent sur le terrain, il observe, il collecte les informations. L'étude documentaire. L'attention est portée sur les documents, écrits, sonores, visuels, audio ou des objets. L'analyse du contenu. C'est la mise au point et l'utilisation des modèles systématiques de lecture qui impliquent des règles assez précises d'analyse et d'interprétation des textes. Cette analyse permet de comprendre les contenus ou significations. Elle peut servir à coder les réponses à des questions ouvertes d'un questionnaire, coder les résultats d'entretien, déterminer les stéréotypes, relever les attitudes ou relever les postulants implicites ou repérer même les éléments sous-jacents ou sous-entendus. L'enquête. En recherche sociale, le mot enquête ne signifie pas simplement quête d'informations ou collecte de témoignages, d'avis.
ou de recherche de documents. L'enquête, c'est la quête d'informations réalisée par l'interrogation systématique de sujets d'une population déterminée. L'enquête peut être qualitative ou quantitative. Et les outils de collecte sont le questionnaire, le sondage, l'entretien. On en a déjà parlé dans le cours proprement dit. Ici, c'est un exemple de présentation de mémoire. L'histoire de vie, c'est quoi? C'est l'entretien qui vise à raconter une vie. C'est un entretien à visée large et plus ou moins complète. On a aussi la technique de complément de phrase. C'est une épreuve qui permet au sujet de livrer quelque chose de lui-même en complétant des phrases. Beaucoup ne s'adonnent pas à cela parce que c'est un peu complexe. D'accord, on a des idées divergentes et cela complique après le traitement. Bon, ça dépend de ce que vous recherchez, hein. Ici, nous allons nous arrêter là pour le moment. Dans le cours suivant, sinon dans le travail que nous allons faire tout à l'heure, dans la suite de ce travail, nous allons présenter la description du milieu, de la population et de l'échantillon, la description du déroulement de la collecte des données. D'accord? Nous allons présenter les résultats. Vous pouvez nous suivre, d'accord? Après, dans un autre travail, d'accord? Dans une autre classe, nous allons discuter les résultats, comment cela se fait, d'accord? Et présenter les éléments de discussion. Cela sera un peu plus large. Nous allons présenter les citations, les notes bibliographiques, les conclusions et recommandations. Donc, restez à l'écoute et nous allons parler de la soutenance proprement dite. Je crois que nous allons aborder cela même avant de finaliser le travail. Ok, shalom. L'heure nous a surpris, nous allons nous arrêter à ce niveau. Vous pouvez trouver le reste du cours, d'accord, sur la partie du mémoire, d'accord, la présentation du mémoire. Vous pouvez trouver le reste du cours sur la structure des mémoires, d'accord, dans notre prochaine classe. Merci, shalom à vous, peace.